Bonjour et bienvenue à tout le monde, à tous les gens qui sont joints à nous. Cet webinaire en collaboration entre ProControl avec Prolon. Je suis Patrick Dansereau, je suis directeur de succursale à Laval. Chez ProControl, en fait, on est distributeur exclusif des produits Prolon. Donc, si vous avez des questions pour des demandes de prix, des questions techniques, je vous invite à communiquer avec nous. Chez ProControl, on offre le service de vente, bien sûr, de toutes les pièces, tous les composants de Prolon et tous les accessoires qui se rattachent aux produits Prolon, que ce soit les sondes, les actuateurs, tous les autres accessoires que vous pouvez avoir de besoin avec ces contrôleurs-là. Aujourd'hui, notre collaborateur chez Prolon, M. Antoine Lamarche, va vous présenter le Flex IO. Donc, je te laisse la parole, mon cher Antoine. Merci, Patrick. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau à cette petite capsule de formation technique Prolon, la quatrième de la série. Il en reste deux. Mes excuses à ceux que j'aurais peut-être pu induire en erreur. La semaine dernière, je disais qu'on allait voir aujourd'hui le régulateur de refroidisseur et de chaudière. En fait, je m'étais trompé. Les rôles sont inversés. C'est la semaine prochaine qu'on va voir ça. Donc, tel que le calendrier que vous avez reçu avec les invitations, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les régulateurs dits flexibles qu'on a affectueusement surnommés les FlexIO. Il y en a deux modèles. Et qu'est-ce que c'est que les FlexIO? En fait, pour faire une suite logique de ce qu'on a vu à date, ceux qui ont assisté à toutes les présentations de la série jusqu'à maintenant, les FlexIO, ce sont de magnifiques bouches-trous, si je peux dire ainsi. Non, ce n'est pas leur rendre justice que d'affirmer ça. Les régulateurs Flex, ce sont les deux régulateurs dans notre série de produits qui ne sont pas destinés à des applications définies d'avance pour des types d'équipements précis. Donc, ce n'est pas comme des unités de climatisation, ce n'est pas comme des thermopompes ou des chaudières avec des jeux de séquences prédéterminés pour ce type d'équipement-là. Les Flex sont extrêmement, c'est le cas de le dire, flexibles et sont conçus pour toutes sortes d'autres petites applications que nos appareils plus classiques. Pas qu'ils sont incapables de faire, mais on leur demanderait beaucoup, ce serait inutilement complexe. Alors, sans plus tarder, on commence donc les appareils Flex, mais en fait, il y en a deux. Les deux sont basés sur nos deux plateformes actuelles qu'on a déjà vues, donc je pense que ça commence à être familier pour vous. Le nouveau C1050, qui est lui-même un successeur du C1000, alors le C1050 Flex, le M2000 Flex. Encore une fois, les différences entre ces deux plateformes-là, c'est essentiellement le nombre et le type d'entrée et de sortie, puis aussi que le fait qu'un des deux régulateurs possède une horloge intégrée, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc, le 1050 Flex, c'est littéralement le petit modèle. 4 entrées, 3 entrées analogiques pour lire différents signaux, une entrée de type contact dédié, donc c'est ce qu'on appelle une entrée digitale en anglais, digital input. 5 sorties, 4 sorties digitales, donc c'est du on-off, et une sortie modulante analogique. Il n'y a pas d'horloge dans le C1050, alors toute séquence basée sur du temps ou des états d'occupation ou horaires d'occupation, horaires journaliers ou hebdomadaires, doit venir d'une source externe, notamment un régulateur maître qui possède une horloge ou un régulateur réseau centralisé. Ceci dit, les Flex, la beauté, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement besoin justement d'autres régulateurs. Ils peuvent très bien fonctionner autonomes. Vous pourriez avoir des projets, des utilisations où ces appareils-là peuvent être tout simplement dédiés à faire ce qu'ils ont à faire, puis ils ne sont pas obligés d'être intégrés dans un réseau. C'est plus le cas du M2000 Flex parce que lui, justement, possède sa propre horloge. Alors, vous pourriez avoir des séquences de départ, arrêt d'équipement basées sur l'heure du jour, certaines séquences de temps. Le M2000 peut gérer ça de façon complètement autonome. Avec ses 9 entrées, ses 8 sorties, donc 9 entrées complètement universelles, 8 sorties, dont 5 sont des sorties de type contact 24 volts, c'est donc du logique on-off, et 3 sorties modulantes analogiques. Plus en détail, qu'est-ce qu'on fait avec un flex? On va voir ça à mesure qu'on avance. Le flex, dans le fond, n'est pas dédié, encore une fois, à des applications particulières. Le but de ces appareils-là, c'est d'être capable de lire à peu près toutes les variables qu'on va rencontrer dans le monde de la mécanique de bâtiment. Vous êtes dans un édifice commercial, industriel. Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir lire ou gérer sur un projet? C'est le but du flex, d'aller au-delà de ce que nos contrôleurs classiques font déjà, puis de vous donner soit une puissance, simplement ce qu'on appelle du monitoring, donc faire de la supervision de points, de variables,
ou créer vous-même vos propres boucles de contrôle puis gérer des équipements en fonction de ces variables-là. Fait qu'au niveau des signaux, qu'est-ce qu'on est capable de lire? Bon, les deux appareils flex, le C1050 et le M2000, vont lire la température sous forme de thermistance. Fait que chez Prolong, d'emblée, quand on vous dit température, pour nous, c'est du thermistor 10 000 ohms, courbe numéro 3. Donc, le thermistor classique, ou en bon français, le terme, c'est thermistance. Fait que pour nous, de la lecture de température, c'est de la thermistance. C'est une petite sonde passive à 2 fils. Ceci dit, on peut aussi lire des transmetteurs actifs de température, parce qu'on est capable de lire des signaux analogiques, des signaux actifs, donc au-delà de la thermistance ou du contact qu'on offre, on peut lire des tensions, donc du voltage ou du courant. Fait que des boucles 0,20 ou 80 mA, on est capable de lire ça. Puis au niveau du voltage, 0,5 volts, 1 à 5, et, attention, ça c'est nouveau, seulement le C1050, fait que c'est le petit modèle, mais je dirais qu'il vole un peu de la vedette maintenant à son grand frère. Le C1050, à lui seul, peut désormais lire des signaux 0,10 volts, ce qui le rend compatible avec encore une plus grande étendue de sondes ou transmetteurs disponibles sur le marché. Le M2000 ne prend que 0,5 volts, mais le C1050 prend 0,5 et 0,10. Alors, on parle de variables. Qu'est-ce qu'on peut lire? Bon, on l'a dit, température. Typiquement, en thermistance avec la lecture de température passive, mais pensez aussi à des applications industrielles, des sondes à thermocouple qui sont capables de lire des températures extrêmement élevées, bien, sous la forme d'un transmetteur de température actif avec un signal, exemple 80 milli ou 0,5 volts, ça existe. Vous pourriez gérer des applications à haute température, exemple contrôler des fourneaux, contrôler du procédé, ça pourrait être possible. On peut contrôler la pression, fait qu'on a différentes plages pour vous accommoder. Des plages classiques, là, comme on dit, des unités impériales, pouces de colonne d'eau ou PSI, des plages métriques du Pascal, du kilopascal. Donc, on pense autant pression très faible, pression statique de bâtiment, pression différentielle, pression de fluide, de l'eau, de la vapeur, n'importe quoi. Vous créez votre plage en autant que vous ayez le transmetteur qui peut émettre le bon signal compatible. Nous, on prend absolument tout. On reçoit aussi des entrées de type contact. Vous allez voir, il y a beaucoup de séquences où on veut obtenir une preuve de marche d'un équipement, une preuve de pompe, une preuve de ventilateur. Ça va venir sous la forme d'un contact. Alors, le contact, on va le voir, ça peut être alterné, ça peut être un contact momentané, un bouton poussoir, ça peut être un contact maintenu, il y a différentes séquences. On lit des concentrations de gaz, n'importe quoi, en autant qu'il y ait une échelle, puis une échelle reconnue, puis un point de départ, un point d'arrêt, puis le signal électrique compatible, on peut lire n'importe quoi. Généralement, les concentrations gazeuses, ça va être affiché en partie par million, ppm, ou en partie par milliard, en anglais billion, parts per billion. C'est une nouvelle échelle pour certains types de gaz là, extrêmement raréfiés. On peut lire toutes sortes de variables de niveau électrique, à savoir transmetteur de voltage, de courant, de fréquence, de puissance. Alors, n'importe quel phénomène électrique pour lequel il y a un quelconque détecteur ou transmetteur qui peut vous émettre un signal de lecture, on est capable de lire ça. Également, tout ce qui s'appelle le débit d'air, débit de liquide, qu'on parle de pieds cubes minute, de gallons minute, de litres seconde, n'importe, on est capable de vérifier ça. Des vitesses dites rotatives. On peut faire suivi sur un moteur électrique sa vitesse de rotation. Contrôle de niveau. Alors, souvent, on veut maintenir dans les cuves, dans les bassins, des niveaux, des bassins de drainage. Alors, en autant qu'il y ait, encore une fois, une technologie de sonde ou de transmetteur qui peut lire un niveau et vous émettre le signal, encore une fois, sous une forme de résistance, de contact, de courant ou de voltage, bien, on va être capable de le lire. Puis finalement, on peut littéralement vous créer une plage sur mesure, ce qu'on appelle une plage universelle, qui peut être graduée en pourcentage, une plage 0 à 100%, une plage sans unité. Donc, vous créez vous-même la variable que vous souhaitez gérer, encore une fois avec un point de départ de lecture et une plage opérationnelle de votre unité. Puis, on va très, très bien s'en accommoder. Alors, c'est ce qu'on est capable de lire avec ces appareils-là. Ce n'est pas tout. Ça, évidemment, ce qu'on vous a montré juste avant, c'est ce que les deux régulateurs flex peuvent lire directement sur leur borne d'entrée, leur entrée physique. Mais il y a d'autres variables qu'on peut aller chercher, qu'on appelle les variables dites réseau. Et ça, c'est quand un ou des régulateurs flex sont intégrés dans un réseau avec d'autres régulateurs ProLong. Et selon l'endroit où on les place, que ce soit, comme on le voit sur l'illustration ici, en dessous d'un régulateur maître,
tel qu'un régulateur de climatiseur. Un RTU, c'est un maître dans la hiérarchie Prolon. Et le maître publie des informations réseau à l'intention de ses différents contrôleurs de zone. Donc, un régulateur flex pourrait être installé sur le bus de communication net, donc littéralement en parallèle avec des contrôleurs de zone VAV, puis recevoir ce type d'infos-là. Ou on pourrait le positionner directement sur le réseau principal sortant du contrôleur central de communication, ce qu'on appelle le contrôleur réseau NC2000. Alors, température extérieure peut être acheminée comme ça. Fait que pas besoin de raccorder une sonde physique au flex pour aller lire la température extérieure si on en a besoin pour une séquence. Ce sont des informations généralement disponibles via le réseau. Également, les cédules d'occupation, on va voir ça dans la navigation tout à l'heure. Le contrôleur flex peut avoir non pas un, mais autant de cédules d'occupation qu'il a de sorties disponibles. Fait que vous pouvez gérer des arrêts-départ de systèmes de lumière, d'éclairage, de toutes sortes d'équipements dans un bâtiment. Chaque sortie peut avoir son horaire spécifique unique. Fait qu'on peut vraiment faire de la gestion de temps d'arrêt-départ très intéressante avec ça. Si le régulateur flex est sous l'autorité d'un contrôleur comme un contrôleur de climatiseur, un RTU, en plus, on va lire des informations qui sont vraiment spécifiques à ce RTU-là, à savoir la température de l'air alimenté dans sa gaine d'alimentation principale, les fonctions mathématiques, et ça, on va en faire un très bon usage, on va voir ça, puis également la preuve du ventilateur, donc la preuve de marche du ventilateur. Fait qu'on va le voir, je vais le punch un petit peu tout de suite, le contrôleur flex peut devenir une espèce de module d'expansion au régulateur RTU. Donc, ceux qui trouvent que notre RTU, des fois, il manque un petit quelque chose ou on voudrait le pousser un peu plus loin, bien, combiner un flex sous l'autorité d'un RTU, c'est vraiment comme un module d'expansion. On peut faire des choses beaucoup plus poussées. Puis je vais avoir un très bon exemple à vous montrer dans la petite démo logicielle là, tout à l'heure. Pour ce qui est de configurer les régulateurs flex pour qu'ils soient capables de lire les bons capteurs, les bonnes sondes que vous souhaitez raccorder dessus, bon, dans le cas du C1050, ça, c'est une belle amélioration par rapport au C1000 qu'il remplace. Faites très attention. Le C1000 qui sortait de l'atelier de chez nous, de l'usine, en application flex, il était littéralement modifié physiquement pour être un flex et demeurait un flex à vie. Remplacer le programme dessus pour en faire autre chose, oui, sur papier, ça marche, mais en pratique, quand on a le temps de raccorder des sondes dessus, il n'y a plus rien qui fonctionnait comme il faut. Fait que le flex était un appareil condamné à être un flex à vie. Le 1050, maintenant, possède des cavaliers de configuration des entrées. Alors, un contrôleur C1050 peut être n'importe quel produit dans notre famille de C1050. Ça peut être un flex, ça peut être un contrôleur de zone, un contrôleur d'unité, de thermopompe, de chaudière, ou vous pouvez prendre n'importe quel C1050 existant et avec le programme interne, ce qu'on appelle le fichier HEX disponible dans notre site web, vous pouvez télécharger ce fichier-là dans le C1050 et en faire un flex. Ce n'était pas possible avec la série 1000, le C1000, mais le C1050 permet ça, notamment à cause de la configuration des entrées analogiques qui vous est maintenant ouverte. Et regardez bien l'image en gros, on voit la petite légende écrite en blanc sur la carte et vous voyez les petits cavaliers noirs là, qui sont plantés sur les petites broches, là, les pins littéralement, juste à droite. Donc, chacune des trois entrées analogiques possède un jeu de 6 broches et 2 cavaliers. Et selon la position relative des cavaliers, c'est ce qui détermine le signal actif que ces entrées analogiques-là sont aptes à lire. Alors, par défaut, la façon dont le C1050 est livré, à peu près toutes les versions, ça va être en position thermistance. Donc, vous voyez, les deux cavaliers sont dans leur position respectivement calées vers la gauche. Alors, les deux premières broches, les broches 1 et 2 sont réunies ensemble par le cavalier, puis après ça, les broches 4 et 5 sont réunies ensemble par le second cavalier. Donc, si vous faites de la lecture de sonde de température passive, la thermistance, c'est comme ça qu'on le laisse. Puis également pour les contacts. Fait que si on doit lire un contact sec, une fermeture de contact, c'est la position thermistance qui demeure par défaut. Si vous déplacez les cavaliers, bien regardez, vous avez la plage 4 à 20 mA, vous avez la plage 0,5 V et la toute dernière, unique au C1050, encore une fois, c'est la plage 0,10 V. Dernier point, n'oubliez pas, il y a 4 entrées sur le C1050, seulement 3 sont configurables analogiques. La quatrième entrée, elle est purement numérique. Donc, la quatrième entrée, ce n'est que pour une source de type contact. Alors, si dans votre séquence,
il y a une preuve à aller chercher, il y a un contact, bien, utilisez tout de suite votre entrée digitale plutôt que de sacrifier une des entrées analogiques qui peut aussi être configurée pour lire un contact, mais vous avez déjà une entrée contact dédiée sur le C1050. Alors, autant, comme on dit, l'utiliser en premier. Alors, encore une fois, très important, j'insiste, le C1050, c'est le seul de nos deux appareils qui peut lire une nouvelle plage de signal en tension 0 à 10 volts. Pour le M2000, c'est un petit peu plus complexe et j'allais dire on sollicite, non, c'est déjà fait. On vous informe de parler de ça avec nos collègues de chez ProControl, de demander l'assistance de ProControl quand vous réalisez un projet avec eux, que vous achetez le matériel chez ProControl. Ils vont vous demander autant que possible vos besoins côté design et assurez-vous de bien communiquer vos intentions de l'utilisation d'un contrôleur flex de façon à ce que ProControl soit apte non seulement à y télécharger la configuration logicielle, mais aussi qu'il fasse d'avance pour vous la configuration matérielle des entrées. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines petites diapositives. La configuration est un petit peu plus complexe et si vous pouvez vous éviter ça sur le chantier, ça pourrait vous éliminer de gros maux de tête possibles. Alors, regardez quel est le défi un petit peu plus élevé avec un M2000. Il faut commencer par libérer le couvercle. Alors, dans les quatre coins, il y a ce qui semble être des vis, mais ce ne sont pas des vis, ce sont des loquets qu'il faut tourner un quart de tour de façon à mettre la petite fente en position verticale. Les quatre doivent être parfaitement alignés à la verticale et ça libère le couvercle. Et une fois, évidemment, on fait l'exercice avec le contrôleur débranché, on s'entend, on ne le laisse pas alimenter en 24 volts. Ça expose donc la structure interne du régulateur et un peu comme un hamburger, bien, il y a plusieurs galettes alternées avec du fromage ici. Alors, il y a beaucoup d'étages dans notre circuit. Il y a les petits circuits supérieurs, mais il y a une plaquette maîtresse supérieure. Puis à travers les trous, on voit comme les têtes de vis apparaître un peu. Il y a une plaquette maîtresse inférieure, vraiment le motherboard qui est vraiment vissé dans le fond du socle en plastique. Et c'est cette plaquette maîtresse-là auquel il faut accéder. Fait que ça vous demande parfois d'enlever les connecteurs latéraux, là, les connecteurs mâles qu'il faut libérer des prises femelles. Et là est tout le secret, il faut tirer très délicatement cette plaquette-là pour l'amener vers soi, là, où sont les espèces de petits connecteurs à broche qu'on voit entourés de jaune. Et ça vous permet, une fois libéré délicatement, d'accéder à la plaquette mère dans le fond de l'appareil. Et c'est là qu'on voit sur le côté droit la colonne où sont les petits cavaliers de configuration des entrées. Et contrairement au C1050 plus évolué avec sa nouvelle entrée 0,10 volts, bien, le M2000, lui, n'a que 3 possibilités. Alors, il y a donc un seul cavalier par entrée plutôt que 2, et il y a 3 positions possibles. Le cavalier va être en position gauche, en position droite, ou on le retire complètement, donc il n'y a aucune des broches qui est court-circuitée. Par défaut, la position est celle de gauche, qui est en position thermistance, donc pour lire la sonde de température passive ou des contacts. C'est à vous de la déplacer vers la droite si vous voulez lire du courant 4 à 20 milli, ou vous enlevez complètement le petit cavalier pour lire un signal en tension. Et souvenez-vous, c'est un 0,5 volts maximum sur le M2000. Évidemment, chez Prolon, quand on livre des appareils avec des applications dédiées, comme le contrôleur RTU, le contrôleur thermopompe, le contrôleur d'unité d'apport d'air frais, etc., les cavaliers sont déjà disposés dans les bonnes positions pour lire le type de capteur conçu par l'application. Mais dans le cas d'un flex, il n'y a aucune application. C'est vous qui la créez sur mesure, donc c'est impossible pour nous de savoir les possibilités de configuration de ces cavaliers-là. Alors, par défaut, on vous les livre tous en position thermistance, donc positionnés à gauche. Nos collègues de ProControl vont se faire un plaisir et un devoir de voir avec vous la configuration particulière de votre projet, s'assurer que ces cavaliers-là sont mis dans les bonnes positions. Et c'est très important, surtout quand on replace la plaquette et le couvercle, question de ne pas créer de court-circuit. Un dernier point ici, vous voyez que l'alignement, à cause de l'espace sur la plaquette, l'alignement des cavaliers n'est pas parfaitement identique à celui de la disposition
des borniers, des bornes d'entrée où vous rentrez vos fils pour vos sondes, mais vous avez compris que c'est 1 pour 1, fait qu'on part du bas jusqu'en haut. Il y a 9 entrées, il y a donc 9 cavaliers pour chacune de ces entrées-là. Et regardez les connecteurs, l'image aux 1000 mots, c'est quand on replace la carte supérieure sur la carte inférieure, ça prend un alignement absolument parfait des broches dans les prises. Faute de quoi, si c'est décalé latéralement, puis que vous remettez le courant, ça se peut qu'il y ait de la petite fumée et qu'il soit endommagé. Et ça serait fort regrettable. Alors, autant que possible, confier le travail aux experts de ProControl qui vont se faire un plaisir de configurer le tout pour vous d'avance en atelier. OK, ceci dit, parlons sorties maintenant. Alors, les sorties sur ces appareils-là, bon, on l'a vu, il y a 2 types de sorties. Autant sur le 1050, le M2000, il y a des sorties de type contact, donc ce qu'on appelle dans le jargon de la sortie digitale. Puis il y a de la sortie modulante qu'on appelle la sortie analogique. Sortie digitale, ça va être généralement pour des séquences qu'on va appeler de type on-off, donc du contrôle par différentiel de valeur. On peut aussi les faire pulser. Ça, au Québec, on est pas mal fort là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup le chauffage électrique. On utilise beaucoup les TRIAC et les SCR, donc des appareils à semi-conducteurs, pour faire du chauffage modulant. Donc, nos sorties binaires, nos sorties digitales sur nos régulateurs peuvent être utilisées en mode, le bon terme français, chronoproportionnel. En anglais, on appelle ça du pulse width modulation. Donc, c'est de la pulsation à durée d'impulsion d'1 seconde. C'est ce qui sort d'un SCR. C'est comme ça qu'on va pulser un élément électronique, par exemple une plainte électrique ou un serpentin électrique. Ça, c'est très pratique à voir ça. Les sorties sont actives par défaut. Ça veut dire que ce qui sort de la sortie digitale, c'est du 24 volts AC, le même que celui qui alimente le régulateur. En tout cas, c'est le cas du M2000. Le C1050 a encore une fois un petit quelque chose de plus. Il y a un commutateur on-off. En fait, on-off, pas vraiment on-off. Il y a un commutateur à 2 positions sur chacune des sorties qui vous permet de la mettre en mode passif versus la mettre en mode actif. On en a parlé quand on a regardé les contrôleurs de zone il y a 2 semaines. Fait que c'est une possibilité sur le 1050. Il y a 4 sorties digitales, le 1050. Il y en a une de plus sur le M2000. Il y a donc 5 sorties digitales sur le M2000. Les sorties analogiques, ben, c'est du voltage. Donc, c'est du 0 à 10 volts. La plage peut être subtilement modifiée, 2 à 10 pour les fameux servomoteurs Belimo. Ça peut même être limité à 5 volts ou réajusté selon les applications parfois, mais c'est une plage maximale de 0 à 10. On se sert de ça, évidemment, dès qu'on parle de modulation. Quand on parle de contrôle proportionnel, boucle de contrôle, ce qu'on appelle du PI, du proportionnel intégral, ça va toujours être une sortie analogique. Donc, tout ce qui est ça, modulant. Ceci dit, on a le droit de tricher. On peut prendre une sortie analogique et la mettre en mode logique binaire. Donc, on fait du on-off avec du 0,10 volts. Et si vous avez une application où les 5 sorties binaires du digital du M2000, dis-je, ne sont pas suffisantes, vous avez besoin d'une 6e sortie digitale pour votre application, bien, prenez une des sorties analogiques disponibles et réglez-la en logique binaire et elle va faire du on-off. Évidemment, ça demeure 10 volts DC qui sort sur la borne. Ça prend donc un petit relais externe à bobine DC. ProControl en a une tonne en stock de ça, va vous recommander sur le bon produit à poser. Puis vous allez convertir votre sortie analogique en une sortie binaire additionnelle. Ce qui veut dire que littéralement, avec un M2000, on pourrait avoir 8 sorties binaires si on le voulait, 8 sorties digitales, en mettant les 3 analogiques en logique de fonctionnement binaire. Détail entrée-sortie, ben regardez, c'est assez facile et simple à comprendre. Sur un C1050, il n'y a rien de dédié, comme on l'a vu sur nos autres régulateurs dans les dernières semaines. Donc, les sorties sont toutes disponibles. C'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous faites avec. Enfin, les sorties digitales 1, 2, 3, 4 qu'on voit en bas, la sortie analogique sur les bornes 11 et 12. Puis après ça, vos entrées, il faut comme compter reculant. Fait que la borne 13, c'est l'entrée 1. Fait qu'il faut compter par le bas. Alors, l'entrée 1 sur la borne 13, l'entrée 2 sur la borne 14. Faites attention, il y a un seul commun pour toutes les entrées qui est la borne 15. Fait que si vous avez 3 sondes analogiques, 3 transmetteurs, ben, leur point de commun, donc comme le négatif là, des bornes plus-moins qu'on voit sortir d'un transmetteur habituellement, ben, le moins de tous les transmetteurs doivent tous converger vers la borne 15. Fait qu'il y a un seul point commun au total. La dernière entrée analogique sur la borne 16 et sur la borne 17, vous voyez, c'est notre fameuse entrée digitale. Alors, s'il doit y avoir un seul contact sur cet appareil-là dans votre séquence, bien, utilisez tout de suite l'entrée digitale sur la borne 17.
Vous avez bien sûr les deux ports de communication. Le régulateur flex, les deux régulateurs flex sont des régulateurs subalternes ou dans notre jargon, des régulateurs esclaves. Alors, ce ne sont pas des maîtres. Ils ne peuvent pas avoir de contrôleur sous leur autorité. Ce sont donc des appareils qui sont complètement indépendants, autonomes, qu'on peut placer sous l'autorité d'un contrôleur maître, par contre. Mais eux-mêmes ne sont pas des maîtres, fait que un des deux ports de communication peut être branché l'un comme l'autre, ils sont parfaitement interchangeables parce qu'ils ont la même fonction. Pour le M2000, côté branchement, bien, regardez encore une fois, je pense que c'est assez facile à saisir. Les entrées analogiques, l'entrée 1 part du bas sur la borne 1 et on monte jusqu'à la dernière entrée 9 à gauche. Puis à droite, bien, vos 5 sorties binaires puis vos 3 sorties analogiques. Et encore une fois, les deux ports de communication, le port de communication interface du côté gauche en haut et le port net en bas à droite, ont la même fonctionnalité. Fait que quand on branche ça, on prend un des deux ports, lequel des deux ne fait aucune différence parce qu'il n'y a pas de relation maître-esclave avec cet appareil-là. C'est un esclave, c'est un autonome. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un flex? Puis c'est plus la petite démonstration logicielle, je pense, qui va vous permettre de saisir l'ampleur de l'intérêt de cet appareil-là. On peut faire toutes sortes de séquences. Toutes sortes de logiques sont possibles. Bon, la commande on-off, donc bien sûr, contrôle de température. Fait que toute application de chauffage ou refroidissement, on peut mettre en action inverse ou action directe. On peut donc inverser la logique très facilement de ce qu'on cherche à faire, du contrôle différentiel on-off, du contrôle proportionnel, donc des boucles PI, toutes sortes de boucles PI avec des paramètres ajustables de temps de proportionnel et de temps d'intégration pour ceux qui aiment jouer avec ça. À peu près n'importe quoi qu'on peut contrôler, peu importe la variable, température, pression, humidité, n'importe quoi, vous pouvez chercher à contrôler ce qu'on appelle une consigne à valeur fixe. Donc, vous ajoutez un point de consigne de la variable que vous cherchez à contrôler, puis c'est ce point de consigne-là qu'on maintient en permanence, puis tout va bien. Mais vous pouvez aussi, ça c'est intéressant, faire ce qu'on appelle de la compensation de consigne. En anglais, on appelle ça faire du reset control. Donc, votre consigne n'est pas une valeur fixe déterminée, mais elle varie en fonction d'une certaine plage de compensation. Cette plage-là, elle est influencée par une autre variable qui peut venir du réseau, qui peut être branchée localement. Le plus bel exemple que tout le monde connaît, c'est contrôler une température d'eau chaude, exemple d'une chaudière, en fonction de la température extérieure. Plus il fait froid dehors, plus on augmente le point de consigne d'eau chaude à maintenir dans le système. C'est normal, plus il fait froid, plus on sait qu'on va avoir besoin de chaleur pour maintenir le confort du bâtiment. Donc, on va produire de l'eau plus chaude pour compenser. Alors, c'est ça, une séquence de compensation, puis il y en a plusieurs formes possibles avec le flex. Beaucoup de fonctions de commande de verrouillage par la température extérieure ou l'état d'occupation. On va voir ça, c'est vraiment le fun. Puis on peut aussi faire ce qu'on appelle du binding de séquence, excusez le terme anglais, du verrouillage séquentiel. Alors, si telle sortie dans tel état, elle va permettre à telle autre sortie de fonctionner ou de ne pas fonctionner, qui va avoir un effet sur une troisième sortie. Donc, on peut créer des effets en cascade. Donc, créer des séquences assez complexes, assez personnalisées, vraiment le fun. Tout ça dans le but de sécuriser l'opération d'un équipement. Alors, on veut tenir compte de plusieurs facteurs, par exemple, d'autoriser telle séquence à fonctionner. On doit tenir compte de d'autres variables, de différents états, alors c'est possible. Et dernier point, puis on va vous le montrer, on va faire un exemple, des boucles de contrôle d'alternance et de redondance. Le terme anglais, je pense, est mieux compris, ce qu'on appelle du lead lag puis du backup. Lead lag, de l'alternance, c'est donc quand vous avez deux dispositifs en parallèle qui assument le même travail, mais dont on va permettre des pauses alternées l'un et l'autre, question de partager l'usure, partager le fonctionnement pour éviter une usure prononcée et augmenter la durée de vie et de un. Il y a l'alternance. Puis il y a ce qu'on appelle la redondance ou le backup. C'est qu'ils sont deux à accomplir la tâche, un après l'autre. Je pense, exemple, à des pompes, notamment, pour un système de pompe d'eau chaude, d'eau froide dans un bâtiment. Si une pompe ne répond pas à l'appel, la pompe est bloquée, brisée, puis qu'on n'obtient pas sa preuve à l'intérieur d'un certain délai, ben, l'autre pompe qui était en veille embarque en backup et prend la relève. Donc, dans des designs critiques où on ne peut absolument pas se permettre
qu'un élément tombe en panne, on a besoin d'un backup. Alors, il y a des séquences backup possibles avec les régulateurs flex. Ceci dit, une seule séquence alternance-redondance est possible par régulateur flex. Fait que si vous activez, vous utilisez 2 entrées puis genre 2 sorties pour faire une telle séquence dans un flex, ben, les autres entrées et les autres sorties peuvent faire toutes sortes d'autres choses, mais vous ne pouvez pas faire 2 fonctions d'alternance dans le même contrôleur en même temps. Apparemment, ça consomme trop de ressources au niveau de la mémoire du microprocesseur, alors on ne peut faire qu'une seule séquence d'alternance dans un régulateur flex. Je me souviens d'un projet il n'y a pas longtemps où le client avait 8 pompes à faire fonctionner selon des séquences de temps. Les pompes étaient en paires, 2 par 2. Fait qu'il y avait 4 groupes de pompes. Ben, ça a pris 4 régulateurs flex, mais comme ces séquences étaient simples, on l'a dirigé vers le C1050, qui est beaucoup moins cher, plutôt que des M2000. Mais ça lui prenait 4 régulateurs. Fait que ça complète la partie présentation PowerPoint. On va tout de suite passer, ou dans quelques instants, passer à la navigation Focus. Avant de faire ça, peut-être une petite période de questions, mais évidemment, je tiens à remercier, comme toujours, ProControl de son implication, de son support avec nos produits, puis le support client absolument incroyable qu'ils vous accordent avec tous leurs services de département de projet, d'ingénierie, puis de suivi de préparation des projets. Prenez en note, évidemment, leurs coordonnées. Bien sûr, à la fin de la présentation, parce que c'est sûr, on a une fenêtre de temps à respecter. Si vous avez des questions à la fin de la présentation, ou s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient discuter d'une application particulière avec les Flex, ne vous gênez pas. Appelez-nous, appelez ProControl, département des projets, ou appelez-nous chez Prolong. Vous avez eu mes coordonnées, ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations. Pousser un petit peu plus loin, peut-être l'étude d'application avec nos appareils, notamment le Flex. Est-ce qu'on a des questions à ce moment? Je demande à ma collègue Sophie peut-être. Non, je n'ai pas de questions, Antoine. On n'a pas de questions dans le chat. OK, c'est bon, excellent. Alors, ben, écoutez, sans plus tarder, on va passer à la navigation Focus. Alors, je vais tout de suite lancer mon logiciel. Tout mon équipement est branché. Alors, à mes côtés, j'ai mon traditionnel petit démonstrateur, mon petit démo board, et sur lequel j'ai raccordé 2 régulateurs flex. Alors, je vais tout de suite y aller. C'est un démo board. On ne perdra pas de temps. On va se raccorder. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un climatiseur, j'ai mes 2 régulateurs de zone VC2000. On n'a déjà pas discuté de ça dans les dernières semaines. Et j'ai rajouté 2 autres régulateurs. J'ai donc le C1050 à l'adresse 3 en version flex et j'ai le M2000. Alors, on va commencer par tout de suite le gros modèle, si vous me permettez. Il est déjà créé à l'adresse 10. Alors, quand on ouvre cet appareil ici, bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas, puis ça peut-être ça va surprendre plusieurs personnes, il n'y a pas de graphique avec un flex. Et carrément, ce serait impossible de créer des graphiques à cause du nombre de possibilités tellement vastes. On ne peut pas créer des graphiques pour tous les champs d'application possibles, imaginables. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche à l'écran les entrées locales, les entrées réseau et les sorties. Donc, vous êtes toujours capable de voir l'état de ce qui se passe et vous pouvez personnaliser, je vais vous le montrer, vous pouvez personnaliser ce que vous désirez voir affiché dans l'icône de base. Donc, l'icône réduit les données essentielles. Exemple, les 2, 3 variables que vous contrôlez, l'état de quelque chose ou la preuve de quelque chose, vous pouvez les faire apparaître à l'écran. Vous pouvez même faire changer l'icône de couleur. De faire passer du vert au bleu ou du vert au rouge, selon exemple, qui fait une séquence de refroidissement, de chauffage. Donc, c'est très intéressant. D'un petit coup d'œil vite, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Alors, regardez, bon, on va faire une petite tournée rapide. Bon, le M2000, souvenez-vous, possède sa propre horloge. Alors, c'est pour ça que je vois date et heure affichées ici à l'écran, tout simplement parce qu'on lui a confirmé, si on va le voir dans les entrées, si je m'en vais dans les entrées, on va aller dans configuration. Au niveau des entrées, regardez ici, source d'état d'occupation, source l'horloge locale. On pourrait
au lieu de la mettre horloge locale, la mettre sur le réseau, puis aller chercher, exemple, une des plages de temps ou une des cédules de temps spécialisées émises par mon régulateur réseau, parce que si je m'en vais à ma page globale, j'ai un régulateur réseau, un fameux NC2000, qui règne au-dessus de tout le monde et qui peut me générer des plages de temps ou des cédules de temps particulières. Alors, si je m'en viens ici, regardez, c'est pas compliqué. Toutes vos entrées sont là du M2000. Alors, l'entrée 1, l'entrée 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9. Comment on configure? Bien, par défaut, on les a mis en température. Alors, si ça doit être autre chose, n'oubliez pas, le cavalier physique doit être changé si c'est requis. Puis après ça, on va regarder les différents éléments qu'on peut venir mettre ici. Bon. Voyez-vous, au-dessus de température, il faut penser, là, déplacer le petit curseur. Regardez, il y a la position off. Alors, littéralement, les entrées qui ne sont pas utilisées, qu'on ne veut pas voir, bien, on peut carrément les éteindre, puis ça rend l'affichage d'informations moins lourd à l'écran. Alors, on va activer seulement ce dont on a besoin. Fait que température, encore une fois, par défaut, c'est de la thermistance 10 kΩ de type 3. C'est ce qu'on utilise de façon standard. Il n'y a pas d'autres types de thermistance, il n'y a pas d'autres types de sondes passives qui sont possibles pour l'instant, du moins. Si vous n'utilisez pas une thermistance, vous pouvez travailler avec une sonde dite active. Alors, exemple, moi, je décide que j'ai une application avec un fourneau industriel, puis ma sonde, je ne sais pas, moi, c'est une 200, pardon, c'est une 200 à 1500 degrés. Ben, oups, 325, excusez-la. Bon, ben, on va arrêter ça à 325. Je pensais qu'on allait plus haut. Alors, ben, remarquez, 325 centigrades, ça commence à être chaud. Puis mon 200 est peut-être un peu élevé. Là. Mettons que, je ne sais pas, moi, c'est une 0. Une 0 à 325. Bon, ben, si vous avez un transmetteur industriel avec une plage 0 à 325 puis qui émet un signal 4 à 20, bien voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on va créer cette plage-là. C'est pas plus long que ça. Sinon, ben, on le ramène en thermistance, puis il n'y a aucune calibration à faire. La courbe est déjà dans la mémoire de notre régulateur. Je pourrais contrôler une température sur l'entrée 1. Puis, exemple, on va s'amuser, je vais l'appeler. Comment je pourrais bien l'appeler ça? Tiens. Oh, mon caps lock était verrouillé sur mon clavier. Mettons, on appelle ça, salle électrique. Alors, on va s'amuser avec une petite séquence dans quelques instants. Entrée 2, qu'est-ce que je peux bien mettre là-dessus? Regardez. Regardez les possibilités. Température, contact. On a parlé tout à l'heure, regardez, pression. Pression en pouces de colonne d'eau, qui est une unité très utilisée en Amérique du Nord. En PSI ou en Pascal. Concentration de gaz, voyez-vous, les parties par million, parties par milliard. Humidité, voltage, courant d'ampère, courant en milliampère, fréquence, puissance, les débits, il y en a des plages de débit, en pieds cubes minute, en gallons minute. Donc, ça peut être autant des débits d'air que des débits de fluide, débits en valeur métrique, litres seconde, vitesse, donc pieds par minute, vélocité, mètres seconde, vitesse rotative, tours par minute, RPM, des contrôles de niveau, puis comme je vous disais, pourcentage, donc une échelle universelle, même sans unité. Alors, vous créez vous-même votre point de départ, votre point d'arrêt de ce qui est votre échelle de la variable que vous souhaitez mesurer, puis vous allez vous-même mettre le nom que vous souhaitez avoir. Fait que ici, je pourrais, exemple, avoir un contact sur mon entrée 2. Puis je suis déjà en train de penser à une petite séquence qu'on va faire ensemble. Alors, mon contact, ça pourrait être exemple, je pars un ventilateur. Alors, je suis tout de suite en train de penser à une application. On va vouloir ventiler une salle électrique. On va partir un évacuateur. On va vouloir aller chercher une preuve de cet évacuateur-là. Puis si l'évacuateur fonctionne, bien, peut-être qu'on veut moduler un autre truc ou moduler peut-être notre ventilateur à vitesse variable. Fait qu'on on va aller regarder ça. Fait que ça serait la température de notre salle électrique. Puis ça, bien, regardez, une entrée contact, ça peut tout simplement être preuve de l'évac. Alors, très, très, très recherché, très utilisé les applications qu'on se fait solliciter. Alors, preuve d'évacuateur, puis regardez, toute votre logique de régulation, vous la faites comme vous la voulez. Lorsque le contact est fermé, comment voulez-vous qu'on affiche ça? Bien, comme c'est une preuve, moi, je veux l'afficher comme oui. Alors, est-ce que j'ai la preuve que l'évac fonctionne? Je réponds oui.
puis il suffit juste de sauvegarder l'information en appuyant sur appliquer. Et regardez le contact, il y a des modes possibles. Mode défaut, mode retenir, mode basculer. Le mode par défaut, c'est le contact ferme, vous maintenez un état, vous confirmez une information, le contact rouvre, on revient où on était avant. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la fonction retenir. Ça veut dire penser à des applications avec un bouton poussoir momentané, un push button. Vous l'appuyez, vous le relâchez, mais logiquement, vous allez mettre un délai et c'est comme si le contact restait fermé pour ce délai-là. Alors, pensez à des séquences de ventilation temporaire. Quelqu'un vous dit, écoute, moi, je voudrais une séquence, j'appuie sur un bouton, je veux que l'équipement parte puis roule pendant une demi-heure, 1 heure, 10 minutes, exemple, un ventilateur de salle de bain ou une séquence où je veux purger de l'air, peu importe. Puis au bout du délai, je veux que tout s'arrête tout seul, sans problème. Bien, vous n'avez qu'à faire ça comme ça. Puis votre contact, ben, c'est juste comme ce qu'on appelle un bouton momentané, un bouton poussoir momentané là, qui a l'air d'une tête de champignon. Puis vous le mettez sur cette entrée-là. Vous avez aussi le mode basculer qui va encore plus loin. Le basculer, lui, vous pouvez en plus le mettre avec un délai. Là, je me trompe entre basculer et retenir. Basculer, c'est ce qu'on appelle un flip-flop. Vous appuyez un coup, il part. Vous réappuyez un deuxième coup, il arrête. En anglais, on appelle ça un toggle switch. Alors, ça peut être simplement, on appuie, il part, on appuie, il arrête, mais on peut en plus mettre un délai automatique que si on l'a parti, puis qu'on l'oublie de l'éteindre, bien, au bout d'un certain délai, il va s'éteindre aussi naturellement. Voyez-vous, toutes sortes de possibilités de séquences qu'on peut faire avec cet appareil-là. Alors, on pourrait, comme on dit, à l'infini, configurer toutes nos entrées puis faire un paquet d'applications avec ça, aussi simple que complexe et sophistiqué. Alors, si j'ajuste mes 2 premières entrées comme ça, bien, je pourrais littéralement venir prendre toutes les autres puis littéralement les mettre à off si, j'en ai pas de besoin puis que je ne veux pas les avoir dans l'affichage de l'appareil. Je vais mettre ça off ici. On met ça off. Et voilà. Et j'applique le tout. Alors, j'aurais donc, exemple, mon entrée 1, je mesure la température dans une salle électrique et l'entrée 2, un contact, une preuve d'évacuateur. Parfait. Alors, suite à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, j'ai configuré l'entrée. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite faire, dans le fond? Moi, je veux un contrôle de température que s'il fait plus chaud que X degrés dans ma salle, je veux partir un ventilateur d'évacuation, puis je veux venir lire une preuve de cet évacuateur-là. OK. Comment il marche mon ventilateur? Bien, mettons que c'est un ventilateur variable avec ce qu'on appelle une drive, un variateur de fréquence, mais il faut au moins que je le parte, que je le décolle, puis il va partir, exemple, à une vitesse basse. OK? Mais pour ça, j'ai besoin de quoi? D'un contact, donc d'une sortie digitale. Alors, je vais venir ici, sortie digitale, exemple, la première par défaut. Puis là, je viens configurer. Fait comprenez-vous, c'est quoi une boucle de contrôle, dans le fond? C'est qu'on a une variable dans une entrée, puis on a une sortie qui exécute une commande. Là, on vient les joindre ensemble. On vient créer un lien entre l'entrée et la sortie et on crée une boucle de régulation. On vient créer une logique, dans le fond, qui va les associer, l'entrée et la sortie. Fait qu'on met de la colle, puis on les colle ensemble. Alors, ma sortie digitale, bien, qu'est-ce qui la fait marcher? Quelle est la source de son information de contrôle? Est-ce que c'est une entrée locale? Est-ce que c'est une variable que je vais aller chercher sur le réseau? Est-ce que c'est mon état d'occupation? Si je voulais tout simplement partir un évacuateur à 8 heures le matin puis l'éteindre à 5 heures le soir, ça serait ça. Support, on va le voir dans une seconde, mais dans mon cas, c'est une entrée locale. Et tout de suite, gardé par défaut, il ne se pose pas de question. Il va chercher la première qu'il voit, qui est ma température de salle électrique, parce que c'était ma première entrée locale. Puis regardez, il est bon de configurer toutes nos entrées avant d'aller plus loin. Parce qu'une fois que vous avez bien configuré vos entrées, puis que vous allez dans votre gestion de sortie, bien, ce que vous avez configuré comme entrée, la liste complète va se ramasser ici. Fait que je n'en ai que 2 entrées parce que j'ai mis toutes les autres à off. Fait que je vais garder salle électrique. Puis ça serait exemple, ce que j'appellerais AD pour arrêt départ de mon évac. Et qu'est-ce que je veux faire? On sait que c'est une température. Alors, c'est une consigne, probablement fixe. Puis exemple, moi, je mets ça
Je mets des chiffres, regardez, arbitraires. 25 degrés centigrades. Fait que s'il fait plus chaud que 25, on part l'évacuateur. Parfait. Ma logique de contrôle. Là, j'ai mis ma consigne. Ma logique, c'est quoi? Du chauffage? Non, c'est du refroidissement. Est-ce que je veux la pulser en mode book pays? Pas vraiment. Faites attention. C'est du contrôle différentiel. Fait que c'est vraiment du on-off. Puis pour éviter évidemment que ça cycle, généralement du contrôle de pièces comme ça, puis c'est une salle électrique, ça n'a pas besoin d'une grande précision. On va mettre exemple, 2 degrés centigrades. Et voilà, j'applique. Fait que là, s'il fait 25 degrés, en fait, regardez, je mets mon petit curseur sur le mot différentiel. Est-ce que vous allez voir apparaître une petite fenêtre, voyez-vous? Comme on est en logique refroidissement, il faut que ma température monte au-dessus de ma consigne d'une valeur équivalente à la moitié du différentiel pour que la sortie s'active. Ce que ça veut dire, c'est que si je mets 25, en réalité, il faut que j'atteigne 26 pour que le ventilateur décolle, puis à 23 degrés plus bas, il va s'éteindre. Si ça fait votre affaire, on garde ça comme ça. Ça, je l'ai appliqué, c'est parfait. Là, j'aurai mon ventilateur qui décollerait. Maintenant, si je veux moduler un variateur de fréquence, bien, parfait. Là, je m'en viens dans ma sortie analogique, elle aussi commandée par la même entrée locale. C'est ça qui est le fun. Une entrée peut servir à piloter plusieurs sorties. Puis ça serait, exemple, mon VF, variateur de fréquence, pas mon évac. Techniquement, je ne vais pas le partir au même point. Je vais peut-être le partir une couple de degrés plus haut. Moi, mettons, je décide, c'est à 27 degrés qui décolle. Il ne sera pas en chauffage. Il va être en refroidissement. On ne fera pas du on-off. On va faire du proportionnel. Puis peut-être, on va dire, regarde, mettons, on va lui donner 3 degrés de bande proportionnelle. Ça veut dire à 27 degrés, il commence à moduler. Puis 3 degrés plus haut, ben, il ventile au gros maximum. Parfait. Intégrale 15 minutes, bon, c'est bon. On n'ira pas trop loin dans les détails, mais voyez-vous, avec la même information de température, j'ai à la fois du on-off et j'ai à la fois une modulation. Donc, je pars un ventilateur et après ça, je le module. Sauf qu'avant de moduler, j'ai une preuve qui a vraiment décollé. C'est là, regardez, logique additionnelle. Désactiver cette sortie lorsque preuve de l'évacuateur est à non. Voyez-vous la beauté? On vient de créer un verrouillage de sécurité parce qu'on a la preuve qui est une de nos entrées. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que la sortie on-off, il fait 25-26 degrés. On donne un contact pour décoller la drive pour qu'on parte en basse vitesse. Est-ce qu'on a une preuve que cette ventilation marche, un bain de courant, un contact de la drive ou un interrupteur de débit d'air, peut-être, là, j'envoie ça comme ça. Seulement quand on aura obtenu cette preuve-là, pourra-t-on accepter maintenant de moduler dès qu'il va faire en haut de 27? Voyez-vous, vous créez un élément de sécurité. On peut même aller encore plus loin. On pourrait dire, ouais, c'est bien beau tout ça. On ventile une salle mécanique, on évacue de l'air, puis il va rentrer de l'air froid d'ailleurs, peut-être. Mais s'il fait, exemple, en bas de, je ne sais pas moi, moins 5, on oublie ça. Il va faire trop froid, puis on risque de geler de l'équipement. Alors, en plus, on peut aller chercher la température extérieure dans cette séquence-là, ou on peut même dire, en plus, si on est en période inoccupée, ben, règle la sortie à 0 ou, exemple, fait virer la drive à pas plus que 10 Voyez-vous comment ça peut devenir extrêmement sophistiqué comme type de séquence ici. Ça, c'est vraiment une belle application qu'on peut faire avec un appareil comme ça. Je vois le temps filer, c'est sûr, on pourrait vous parler de ça pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Je vous montre rapidement 2 petites séquences de fun qu'on peut faire avec un flex, notamment des séquences dites de pompe, ce qu'on appelle justement du fameux lead lag. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se configurer une entrée. Exemple, moi, je veux maintenir de la pression en PSI. En fait, non, regardez ce qu'on fait. Un circuit d'eau chaude, j'ai 2 pompes. J'ai des pompes qui roulent sur un circuit d'eau pour alimenter de l'eau chaude dans un bâtiment. Et comme ça vient de la salle des chaudières, ben, on va partir cette pompe-là ou ces pompes-là par la température extérieure. Fait que dès qu'il fait plus froid que X dehors, il faut que l'eau circule vers le bâtiment, mais j'ai 2 pompes en parallèle.
Puis si une des deux, premièrement, je veux alterner le fonctionnement des pompes. Puis si une des deux devait lâcher, je veux que la pompe qui est en sommeil embarque tout de suite pour pallier à la panne de la première. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de preuves. Mon entrée analogique 3, exemple, je vais venir me mettre un contact, puis je pourrais venir mettre preuve, mettons, de ma pompe P1. Puis si en plus, chaque pompe a sa propre preuve de marche sous la forme, exemple, d'un interrupteur de débit mécanique là, à palette, mettons, j'ai ma pompe P2, bien là, j'aurai ma preuve P2. Alors, voyez-vous, lorsque le contact est fermé, affiché comme, on va dire, oui, la preuve est établie, ou ça peut être on, c'est comme ce que vous voulez, on ou off, en tout cas, bref. Fait que, mettons, je fais oui sur mes entrées 3 et 4. Et comment est-ce que je fais marcher ma fameuse pompe? Bien, on va aller dans nos sorties. Voyez-vous, le sortie digital 2. Voyez-vous, le fun, c'est que tant que vous avez des entrées-sorties, vous pouvez faire un paquet de boucles de régulation qui n'ont aucun lien entre elles. C'est que ça devient comme plusieurs contrôleurs indépendants dans le même boîtier, littéralement. Alors, exemple, ici, sur ma sortie Digital 2, je veux partir ma pompe P1. Alors, quelle est ma preuve? C'est-tu ma preuve qui fait décoller ma pompe? Non. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la température extérieure. Et elle va venir du réseau. Parce que c'est probablement un contrôleur d'unité de toit qui a la lecture extérieure. Et à travers le NC2000, ou si le régulateur flex est sous l'autorité d'un RTU, il reçoit directement la température extérieure. Fait qu'ici, j'appellerais ça carrément pompe P1. Et, exemple, dès qu'il fait en bas de, je ne sais pas moi, 12 degrés dehors, s'il fait sous 12 degrés dehors, je pars les pompes, il faut commencer à faire circuler de l'eau, je dis 12, peu importe le chiffre. Là. Et en effet, c'est une action de chauffage. Comme c'est de la température extérieure, des fois, ça peut fluctuer. On va mettre un petit différentiel pour qu'un coup de vent fasse partir sans fou. Fait que techniquement, ça veut dire, si je descends à 11, on part la pompe. Si je remonte à 13, j'éteins la pompe. Je pourrais peut-être même un différentiel plus large. Alors ça fait décoller ma pompe P1 ici. On est tous d'accord avec ça. Fait que s'il fait plus froid que 11, là, qui est le 12 moins la moitié du différentiel en logique chauffage, je pars ma pompe P1. Excellent. Maintenant, j'ai une seconde pompe qui s'appelle P2. Comment je fais marcher P2? Sortie digitale. C'est quoi ma source? C'est-tu aussi la température extérieure P2? C'est une fonction de support. La pompe P2 supporte la P1 dans son opération. Sortie choisie, la sortie de la source. La pompe P2 supporte quoi? La P1. Voyez-vous la logique? Elle supporte la P1. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler pompe P2. Et regardez comment est-ce qu'on crée notre structure à la fois d'alternance et de redondance. Les deux fonctions sont indépendantes l'une de l'autre. Regardez ici. Activer cette sortie, la P2, lorsqu'aucune preuve de la source étant P1. 60 secondes, c'est peut-être un peu long. Moi, je dirais 10 secondes. Si au bout de 10 secondes, l'entrée dédiée à la preuve, c'est sûr. Il faut que je finisse ma configuration. Parce qu'il me dit, c'est bien beau, mais comment tu établis ta preuve? Preuve de la sortie source étant P1, c'est preuve P1. Puis preuve de la sortie P2, bien, je suis chanceux, j'ai une flow switch indépendant. Je pourrais en passant avoir la même preuve pour les deux. C'est ça qui est bien. Si vous avez un seul interrupteur de débit qui est connecté sur le tuyau commun, une fois les deux pompes jointes ensemble, ça pourrait être la seule et même preuve. Fait que vous n'êtes pas mal pris à ce niveau-là. Mais si je suis chanceux, je vais avoir des preuves indépendantes. Alors ici, ce que je dis, c'est regardez, si au bout de 10 secondes, j'ai une demande pour P1 et je n'ai pas la preuve de P1 après 10 secondes, automatiquement, j'embarque P2. Ça, c'est une séquence de redondance, ce qu'on appelle un backup sequence. Je peux, en plus de ça, créer une séquence d'alternance où, pour partager l'usure entre P1 et P2, j'alterne leur rôle, j'alterne leur temps de fonctionnement. Et il y a plusieurs possibilités. Alterner après chaque demande. Donc, à chaque fois que la pompe s'arrête, la pompe qui mène, ce qu'on appelle la lead pump, lead lag en anglais, donc meneur et suiveur, là, pompe de tête et pompe prioritaire, pompe de relève, là, les bons termes français. Alors, quand la pompe prioritaire s'arrête, bien, le prochain départ, c'était la pompe de relève qui décolle et elle devient maintenant la pompe prioritaire, puis celle qui était prioritaire devient la pompe de relève.
Est-ce que je voudrais alterner mes pompes après chaque demande? Oui, non, pensons-y bien. Qu'est-ce qui fait partir ma pompe P1? Souvenez-vous, la température extérieure. Si la température part en bas de 12 degrés, ça se peut qu'elle soit là pendant 4 mois de temps. En bas de 12 degrés, c'est l'hiver après tout. Est-ce que c'est une bonne chose d'alterner après chaque demande? Non. Parce que P1 risque de peut-être de rouler 4 mois de temps non-stop. On va alterner après un temps d'opération soit fixe. Temps d'opération égal, ce n'est pas une bonne idée non plus parce que ça attend que la pompe arrête pour recalculer puis repartager les temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On alterne le fonctionnement des pompes après un délai fixe qui est en minutes. Alors, ça pourrait être, je ne sais pas, maintenant, 60 minutes à chaque heure, ben, peut-être que oui, peut-être que non. Si on y va 24 heures, je pense que c'est ça, 1440 minutes, me semble, c'est ça. Ça équivaut à 24 heures. C'est 24 heures fois 60 minutes, me semble. On peut aller, jusqu'où on peut aller? C'est-tu 10 000? Je pense qu'on peut aller. Oui, 10 000 minutes. 10 000 minutes, je l'avais calculé, c'est un bout, là. C'est comme 5-6 jours de temps. Alors, après ce temps-là, on alterne le rôle des pompes. Et regardez à la fin, très intéressant, surtout si on parle de pompes, activer à toutes les 48 heures d'inactivité pendant 15 minutes. Ça, c'est pour empêcher que les bearings dans les pompes saisissent, surtout pendant l'été, justement, où il ne se passe rien. Fait que vous pouvez l'enlever ou vous pouvez l'embarquer, puis réinitialiser les compteurs de temps accumulés pour calculer les pompes. Alors, voyez-vous la belle petite séquence qu'on peut faire ici avec des pompes. C'est très, très, très intéressant. Il me reste quelques minutes. Je vous montre un truc absolument génial. Avec le temps qui me reste, voyez-vous, on a un climatiseur ici. Les deux régulateurs de zone et les deux flex sont sous l'autorité du climatiseur. Je vais travailler avec le C1050 maintenant. Puis je vais vous montrer une petite séquence, et celui a moins d'entrées-sorties, puis c'est bien correct, j'en ai pas besoin de plus. Le climatiseur est capable, avec ses fonctions mathématiques, de chauffer et de climatiser. Mais je vais vous donner un exemple. Vous auriez un système, les vieux de la vieille se souviennent de ça, comme moi, ce qu'on appelle des hot deck, cold deck. Des systèmes à chauffage et refroidissement en simultané, des systèmes à double gaine, où il y a vraiment comme un système, il y a une séparation dans les embranchements, où vous allez vraiment avoir une section avec un serpentin de climatisation, puis de l'autre côté, un serpentin de chauffage, et vous allez acheminer air chaud et air froid en simultané à des boîtes de mélange, qu'on appelle justement des boîtes hot deck, cold deck. Est-ce qu'on peut faire ça avec un système Prolon? Ça semble complètement fou, mais la réponse est oui. Regardez bien comment on s'y prend. Le régulateur RTU ne peut pas gérer les deux decks en simultané. C'est impossible parce que lui n'a qu'une seule sonde d'alimentation. Il peut donc surveiller une seule des deux séquences à la fois. On ne peut pas lui demander de faire les deux en même temps. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire rouler ce qu'on appelle le deck froid. Ça pourrait être l'inverse aussi. Il pourrait faire fonctionner le deck chaud puis passer l'autre bout au régulateur flex, mais techniquement, on va utiliser le deck froid. Puis pourquoi on veut le deck froid? Parce que ça permet aussi d'utiliser l'économiseur. Généralement, on favorise le RTU pour faire le fameux deck froid. Puis on va littéralement canceller les sorties de chauffage internes au RTU, mais on va se souvenir de qu'est-ce qui fait marcher le chauffage. Les fameuses fonctions mathématiques. Alors, voyez-vous ici, la mathématique 1, c'est une demande basée sur les votes de refroidissement et la mathématique 2, c'est une demande basée sur les demandes de chauffage, demandes venant des zones en chauffage. Et c'est ce qu'on va faire. Regardez comment on va faire marcher ça. Alors ici, on aurait exemple notre unité qui marche strictement comme un cold deck, donc climatisation seulement, mécanique et refroidissement naturel. Et après ça, ce qu'on fait, la partie du hot deck, donc la partie chaude, on la confie au régulateur flex. Évidemment, encore une fois, le flex doit être physiquement sous le réseau network de votre maître. Comment ça? Bien, regardez, on va aller tout de suite dans nos sorties, configurer notre hot deck. Notre hot deck, ça va être quoi? Probablement une valve de chauffage modulaire. Par exemple, c'est un serpentin eau chaude, ça peut être un serpentin électrique SCR. Et regardez, on va la faire fonctionner par quoi? Par une variable réseau qui est la mathématique 2 venant de notre contrôle. En fait, je m'excuse, ça pourrait être ça, mais ça va être plus sophistiqué que ça. On va lui configurer une température parce que ce qu'on veut dans le fond, c'est
maintenir une température ou moduler une température d'air chaud dans la gaine d'alimentation qu'on appelle le hot deck. Ah, excusez, c'est parce que là, je suis en train de faire des folies. Je vais après ça aller dans mes sorties analogiques. Et non, il n'y a pas 300% de degré différentiel, excusez-la. Et ça ne sera pas une variable réseau, pardon, ça va être une entrée locale. Puis ça va être, exemple, notre valve de chauffage qui va être là-dessus. Et sa consigne peut être fixe, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec un hot deck? On veut le moduler, le hot deck, moduler son point de consigne selon la demande qui vient de nos zones. Alors, on va créer ce qu'on appelle une échelle. Et l'échelle, elle va être basée, le reset, sur la variable réseau qui est la mathématique 2. Alors, là, fou ce que je vous parle ici, là. Puis demain, ici, on va aller en mode proportionnel, on va être en chauffage. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est que selon votre demande mathématique qui vient des zones, on va changer, influencer la consigne à maintenir dans la gaine d'alimentation hot deck. Exemple, si ma demande mathématique de mes zones est à 20% ou moins, je maintiens 21 dans la gaine. Par contre, si ma demande mathématique venant de mes zones augmente, exemple, à 80% de ma math 2, bien là, je voudrais alimenter à, exemple, je ne sais pas moi, 35 degrés dans ma gaine d'alimentation. Alors, à ce moment-là, je vais vraiment moduler un point de consigne en fonction d'une demande et littéralement maintenir le hot deck complètement indépendant. Logique additionnelle, oui, regardez bien ça. Logique additionnelle, je désactive cette sortie si l'état du ventilateur est à off. L'état du ventilateur venant du RTU est une variable réseau et si on veut ça, si le ventilateur tombe en panne, on va arrêter de chauffer. Puis on pourrait encore plus pousser le bouchon plus loin et dire, ben oui, si en plus la température extérieure dépasse, je ne sais pas moi, 16 degrés, ben, ou on est en période inoccupée, ben, on règle tout simplement à 0. Ça veut dire qu'il fait plus que 16 dehors, il n'y a même plus de hot deck, on l'éteint pour l'été, il fait déjà assez doux, il y a assez de chaleur dans le bâtiment, je dis 16, ça pourrait être, exemple, 18 degrés. Voyez-vous à quel point cette séquence-là peut être très, 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 très sophistiquée. J'ai légèrement dépassé d'un gros 3 minutes. Je m'en excuse. C'est le temps qu'on avait. Je vous invite à communiquer avec nous, avec ProControl ou avec nous directement. Moi, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Si vous souhaitez pousser un petit peu plus loin le questionnement, si vous avez des séquences que vous aimeriez valider avec nous l'utilisation du contrôleur Flex, appelez-nous et on va regarder ça ensemble. Là-dessus, ben, c'était tout le temps qu'on avait. Je vous dis à la prochaine. Bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour les régulateurs de chaudière et de refroidisseur d'eau, communément appelés water chiller. Alors, même heure, même poste, mardi prochain. Bonne semaine à tous. Merci. Bye bye.